Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Ici Mario Robert, président de la Société historique de Montréal. De nouveau, cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir les historiennes de Pirogue, France Laure et Chantal Gauthier, qui vont nous présenter leurs publications sur 5 communautés religieuses féminines, dont 2 importantes communautés missionnaires. Elles sont interrogées par notre collègue, l'historien Guy Laperrière. Bonne émission! Bonjour Chantal Gauthier, bonjour France Laure. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver cette semaine. Bien, bonjour Guy, ça nous fait plaisir d'être de retour. Bonjour Guy. La semaine dernière, nous avons présenté Pirogue, qui est cette petite entreprise de recherche et de rédaction en histoire et patrimoine dont vous vous occupez. Et nous avons traité de votre dernier ouvrage qui portait sur l'histoire des filles de la sagesse. En fait, c'était le 6e d'une série d'histoires de communautés religieuses. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde les 5 ouvrages précédents, et en particulier les 2 premiers que vous avez faits sur les 2 communautés missionnaires féminines les plus importantes au Canada, à savoir les Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception et les franciscaines missionnaires de Marie. Mais avant ça, revenons, si vous voulez, sur vos débuts en histoire. Chacune de vous deux, vous avez fait une thèse de doctorat à l'Université de Montréal au tournant des années 2000 sur l'activité missionnaire, mais sur des sujets fort différents. Qu'est-ce qui vous attirait vers l'histoire missionnaire? Vous, France, d'abord. En fait, Guy, avant de plonger dans l'histoire missionnaire, moi, j'ai fait des études est-asiatiques spécialisées sur la Chine. J'ai appris le chinois à une autre époque. Et j'ai aussi complété une maîtrise en muséologie. Et à l'occasion de la maîtrise, ça m'a amené à faire un stage au Musée de la civilisation. Et durant ce stage-là, j'ai travaillé sur la collection missionnaire des Jésuites de la province du Canada français. Les Jésuites venaient de donner leur collection. Et donc, par la suite, j'ai fait ma thèse sur le collectionnement et l'exposition d'artefacts acquis en mission par les Jésuites du Canada français au 19e et au 20e siècle. Bref, j'ai travaillé sur la propagande, mais la propagande missionnaire par l'objet et la photographie, et sur la représentation des peuples et des régions missionnées, surtout sur la Chine. Très, très, très original comme sujet. Et vous, Chantal? Eh bien, moi, à l'époque, j'étais surtout intéressée par l'histoire européenne et j'étais intéressée par la propagande et les stratégies de conversion. Dans le contexte de la réforme protestante en Europe au 16e et 17e siècle, je trouvais fascinantes les méthodes déployées par les missionnaires pour convaincre les populations de rester fidèles au catholicisme romain. Ma thèse portait donc sur les stratégies déployées dans les Alpes suisses pour créer un rempart de catholicité qui protégerait l'Italie, ça c'était le terrain à protéger absolument, donc qui protégerait l'Italie de la progression du protestantisme. Voilà. Alors écoutez, merci beaucoup. Et là maintenant, arrivons à ces 6 ouvrages que vous avez signés toutes les 2 ensemble, sauf le premier qui est signé par Chantal Gauthier seule. Et c'est le plus volumineux qui compte 500 pages. En fait, ce livre-là porte sur l'histoire de la communauté des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, une communauté missionnaire fondée à Montréal en 1904, et vous en faites l'histoire jusqu'en 2007, puisque le livre a été publié en 2008. Et en présentation, vous dites, Chantal Gauthier, que c'est le premier ouvrage du genre en Amérique. C'est un peu fort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout d'abord, je vais vous dire que oui, je suis seule à signer ce livre parce qu'au tout début de notre association, France et moi, nous partagions les projets de façon un peu plus stricte. Mais France a été une collaboratrice de tous les instants dans ce projet-là, tout comme plusieurs MIC d'ailleurs, plusieurs missionnaires de l'Immaculée Conception dont la collaboration a été fort exemplaire et fort précieuse. Donc Guy, si j'ai parlé d'un premier ouvrage du genre en Amérique, c'est parce qu'il existait somme toute très peu de synthèses historiques sur les communautés religieuses de femmes et à l'époque, aucune qui portait sur une communauté missionnaire.
en proposant un ouvrage qui abordait à la fois l'histoire interne de la communauté, c'est-à-dire la composition de leur personnel, l'évolution de leur mode de vie, leur gouvernance, et à la fois l'historique de leurs engagements ici et à l'étranger. Je me lançais dans un projet qui était pas mal inédit. Écoutez, on ne peut pas parler de tout ce qu'il y a dans cette histoire des Sœurs des missionnaires, c'est considérable, mais moi, je dois dire qu'il y a un chapitre qui m'a tellement passionné, tout à fait fascinant sur le plan scientifique. C'est le chapitre qui traite du recrutement de la communauté. Mais avant ça, évidemment, vous avez traité de la fondation par Delia Tétrault. Vous avez montré les différents secteurs où elle s'engageait en éducation, en santé, dans le domaine social. Et évidemment, puisque c'est une communauté missionnaire, il y avait toutes les activités d'évangélisation. Mais je voudrais m'arrêter, comme je vous le disais, sur un chapitre qui m'est apparu tout à fait neuf. Et encore aujourd'hui, ça me paraît un modèle du genre du point de vue scientifique. C'est le recrutement et la persévérance des religieuses. Vous avez mis comme titre à ce chapitre une belle image. « D'où venez-vous, ma sœur? » Alors, c'est un portrait sociographique de la communauté. On a là le nombre de membres, leur motivation à l'entrée, pourquoi sont-elles entrées en communauté, provenance géographique, d'où viennent-elles, la profession du père, la persévérance des sœurs. Alors, Chantal, vous m'avez dit que la question du recrutement pour vous était assez capitale. Pouvez-vous m'expliquer en quoi? J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce chapitre parce que j'adore les statistiques. C'est mon directeur de thèse français, Bernard Dompnier, qui m'a inspiré ce genre d'investigation statistico-sociologique qu'on appelle prosopographie, qui est beaucoup plus courante en Europe qu'en Amérique, en tout cas qu'il l'était à l'époque. Et pour moi, les statistiques sur le recrutement et la persévérance sont particulièrement révélatrices. Il faut savoir que entre la fin du 19e siècle et les années 1960, les vocations religieuses sont très nombreuses au Québec et au Canada français. Au sein des communautés religieuses de femmes, il y a une véritable compétition qui s'installe. Chacune de ces communautés bataille ferme pour gagner le plus de recrues possible. Donc, lorsqu'on a des chiffres en main, nous pouvons voir qui tire le mieux son épingle du jeu. Et dans le cas des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, j'ai pu constater que les stratégies déployées par la fondatrice, Delia Tétrault, pour faire connaître cette communauté et attirer des candidates avaient été fructueuses. Alors, en fait, vous avez recueilli beaucoup de statistiques. Et non seulement vous avez des statistiques sur les missionnaires de l'Immaculée Conception, mais vous avez aussi recueilli des statistiques chez les 4 autres communautés exclusivement missionnaires du Québec, les 4 autres communautés féminines, à savoir les franciscaines missionnaires de Marie, les Sœurs blanches missionnaires d'Afrique, les Sœurs de Notre-Dame-des-Anges et les missionnaires du Christ roi. Alors, ça fait un tableau extraordinaire où on a pour les entrées, les recrutements, tout ça. Pour ces 5 communautés, vous pouvez tout comparer ça. Mais il n'y a pas seulement le recrutement. Dites-moi donc, Chantal, les autres aspects qui vous ont frappé. On a recueilli des données de nature sociologique, comme vous l'avez mentionné, entre autres comme la moyenne d'âge à l'entrée. Donc, ça nous a permis de déterminer que chez les missionnaires de l'Immaculée Conception, ce n'est pas des adolescentes de 15, 16, 17 ans qui demandent d'entrer dans la communauté. Elles ont quel âge? Ce sont des jeunes femmes qui ont plutôt 22 ans. 22 ans? Oui, donc des femmes un petit peu plus matures. En s'intéressant à la provenance géographique, en reportant tout ça dans les régions administratives du Québec d'aujourd'hui, on se rend compte que ce sont toutes les régions du Québec qui ont donné des candidates. Donc, ça signifie que la communauté a remporté son pari. Elle a réussi à se faire connaître partout et pas seulement de façon locale. Vous avez parlé de l'emploi du père. Là, on n'a pas eu tellement de surprises. C'était des choses qui étaient un peu connues, mais qui nous ont permis de le confirmer. C'est-à-dire qu'il y a plus du tiers, en fait 38% des religieuses qui proviennent de familles d'agriculteurs. Donc, oui, les campagnes ont fourni beaucoup de sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Alors, c'était une vision très, très rapide, mesdames, messieurs, sur ce magnifique ouvrage sur les Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Et le titre de l'ouvrage, c'est « Femmes sans frontières ». Et là, maintenant, on va passer à une deuxième communauté qui, elle, s'est implantée au Québec
à la fin du 19e siècle, à savoir les franciscaines missionnaires de Marie. Et là-dessus, vous avez produit votre ouvrage en 2014. Pour moi, je dois dire que ces franciscaines missionnaires de Marie, même si je les ai étudiées un peu moi-même aussi, ça reste un certain mystère. Et je trouve que ce mystère-là se reflète un peu dans le titre que vous avez donné à l'ouvrage. Le titre, c'est « De silence et d'action ». De silence et d'action. France-Laure, dites-moi donc, qu'est-ce que ça recouvre comme... Moi, je trouve ça un peu mystérieux. Bon, écoutez, Guy, donc ces femmes de silence et d'action, comme le titre l'indique, les missionnaires, les franciscaines missionnaires de Marie, sont à la fois dans la contemplation silencieuse, donc dans leur journée, elles ont des moments où elles s'adonnent à la contemplation, et dans l'action missionnaire et sociale. Donc, elles font les deux choses, et de ce qu'elles nous ont dit, la contemplation nourrit leur action, en fait. Donc, comme contemplative, elles se vouent à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Donc, elles se relaient. Souvent, c'est des contemplatives qui font ça, mais ici, oui. elles sont à la fois contemplatives et actives, oui, si je peux dire. Oui, elles doivent au moins, là, elles se relaient, donner une demi-heure, même parfois la nuit, d'adoration là, devant le Saint-Sacrement. Et aussi, en fait, elles ont contribué à faire connaître cette œuvre-là, cette pratique de l'adoration dans la population là, catholique. Pour faire que d'autres personnes viennent aussi faire l'adoration. Oui, donc dès 1898, sur la Grande Allée à Québec, elles ont fait construire un sanctuaire, le sanctuaire Saint-Antoine de Padoue. Et à partir de là, elles vont diffuser la pratique de l'adoration dans la population catholique à travers tout le pays. Puis, pour ce qui est de l'action, bien, au Canada, les filles de la... mon Dieu, pas les filles de la sagesse, non. Les franciscaines missionnaires de Marie... Vous en traitez tellement à un moment donné. Vont se consacrer à différentes œuvres sociales et aussi se destiner aux missions à l'étranger. Alors, leur première action est du côté de Québec. C'est là qu'elles arrivent, à Québec même, et à Sainte-Anne-de-Beaupré dans les premières années. Chantal, parlez-nous-en donc un peu. Si les FMM, je dis les FMM, les franciscaines missionnaires de Marie, FMM, on s'en retrouve, oui. Si les FMM viennent au Canada, c'est d'abord pour recruter et financer leur œuvre missionnaire. Pour se faire connaître, elles doivent faire flèche de tout bois. Il y a la compétition, comme on l'a dit dans l'émission précédente, là, elle est forte entre les communautés de femmes. À cette fin, les presses de la Grande Allée vont imprimer toute une panoplie d'ouvrages pieux, mais surtout vont imprimer les annales de la communauté. Elles ont une imprimerie, si oui, elles ont une imprimerie. Et ces annales-là de la communauté donnent des nouvelles des œuvres et des missions. Oui. En 1950, le tirage des annales s'élève à 12 000 exemplaires par mois. 12 000 par mois? 12 000 par mois. De quoi faire rêver bon nombre de futures candidates. C'est un outil précieux. Par ailleurs, elles vont avoir des œuvres comme l'Hospitalité des pèlerins à Sainte-Anne-de-Beaupré, les grandes retraites fermées à Montréal, vont aussi beaucoup contribuer à leur notoriété et vont aussi leur assurer un revenu récurrent. Et je remarque, France, qu'elle s'appelle aussi franciscaine. Hein? Comment se manifeste ce charisme franciscain? Bien, le charisme franciscain les amène là, à se préoccuper des plus démunis partout où elles s'installent. Donc, elles seront à Québec, à Montréal, dans l'Ouest. Elles s'occupent des démunis. Donc, on a l'impression là, qu'elles font de tout, mais ça leur vient de là. Donc, des soupes populaires, des orphelinats, des garderies. Donc, elles travaillent souvent là, comme pour les familles ouvrières. On pense aux garderies de Montréal, de Winnipeg, de Saint-Malo dans la basse ville de Québec. Et elles vont aussi se préoccuper des loisirs des jeunes en milieu urbain, qui des fois sont comme laissés à eux-mêmes dans les rues, dans les ruelles. Donc, elles vont, structurer les activités, des camps de jour, elles vont animer du guidisme, elles vont même créer des colonies de vacances et des patronages qu'on appelle les patros là, en ville, les donc une espèce de centre de loisirs et de sport. Puis, dans le même esprit, plus récemment, bien, les franciscaines se sont engagées là, à fond dans leur milieu communautaire. Donc, on parlait de proximité à l'émission précédente. Donc, dans les années plus récentes, à partir des années 70, là, vont s'engager
dans leur quartier, dans leur paroisse, soit auprès des itinérants, des personnes en situation de handicap, des immigrants ou encore des personnes âgées. Puis, évidemment, c'est sans compter là, toutes les FMM canadiennes qui sont parties en mission, mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir là-dessus. dans un moment, oui, en effet. Ce qui est original dans cet ouvrage-là sur les franciscaines missionnaires de Marie, d'après moi, quand je compare avec les autres ouvrages que vous avez faits, c'est l'organisation des chapitres. Au lieu d'avoir un plan chronologique comme on voit souvent des débuts à nos jours, ici, vous prenez un plan thématique qui, d'après moi, est très, très réussi. Vous avez un chapitre sur la fondation, un autre sur le recrutement, un autre que j'ai trouvé très instructif sur la vie quotidienne, comment vivent les religieuses au jour le jour, un chapitre qui est assez rare dans les histoires sur le financement de la communauté, c'est quelque chose. La variété des œuvres au Canada, vous venez de le mentionner, c'est extraordinaire, comme cette communauté-là s'est occupée d'une variété de choses vraiment infinies. Alors, France-Laure, qu'est-ce que vous diriez de cette approche thématique? Bien, nous, on affectionne particulièrement cette approche-là dans notre écriture. Hein. Ici, on parle à deux voix, puis quand on écrit à quatre mains. Donc, même quand on a un plan plus chronologique, comme l'ouvrage dont on parlait la semaine dernière sur les filles de la sagesse, on se partage le travail en grands secteurs. Donc, la vie religieuse, l'engagement en santé. Bon, souvent, moi, je traite des engagements en santé, puis Chantal va s'occuper plus des œuvres d'éducation, par exemple. Le service social, pastoral ou encore les missions. Et puis, le fait de diviser ça par grandes thématiques, bien, ça nous permet de mieux creuser notre sujet et d'avoir une meilleure perspective là, plus globale sur le long terme. Ben moi, comme vous le savez, là, je vous l'ai dit, j'aimais beaucoup les statistiques. Et donc, dans l'ouvrage des FMM, comme dans celui des missionnaires de l'Immaculée Conception, il y a aussi un chapitre sur le recrutement, les stratégies de propagande. Et j'ai trouvé particulièrement intéressant de pouvoir comparer justement ces stratégies-là et les chiffres obtenus entre les deux grands instituts missionnaires. Oui, parce que c'est vraiment les deux principales communautés missionnaires au Québec, hein, Oui. les Sœurs missionnaires d'Immaculée Conception et les franciscaines missionnaires de Marie. Oui. Et je pense aussi que le chapitre intitulé « Financer la charité », vous en avez parlé sur le financement. Ben oui. Je pense qu'il est intéressant parce qu'il montre à quel point les communautés religieuses, contrairement à une croyance répandue, ne roulaient pas sur l'or et elles devaient trimer très dur pour venir en aide aux plus démunis. Elles-mêmes, elles étaient pas loin souvent là, de manquer du nécessaire et donc elles devaient avoir de nombreuses œuvres, faire beaucoup d'efforts pour arriver à pouvoir aider les autres, finalement. Et alors, il y a un dernier volet à cette vision thématique, c'est la question des missions à l'étranger. L'étranger, ici, entendons-nous, ça a été les États-Unis par rapport au Canada, évidemment, les États-Unis, mais surtout en Asie, mais aussi en Afrique et en Amérique du Sud. Alors, France, parlez-nous donc un peu de ce volet missionnaire chez les capitales, évidemment, chez les franciscaines missionnaires de Marie. Oui, en effet, hein, c'est l'essence de leur mission. Bon, bien entendu, là, quand on a fait la recherche et tout ça, on n'a pas parcouru le monde pour aller dans toutes les archives des franciscaines missionnaires de Marie. On a utilisé les statistiques de l'Institut, les témoignages des missionnaires elles-mêmes et aussi les récits historiques rédigés par les franciscaines. On en a trouvé de nombreux, d'ailleurs, justement, dans les annales dont on parlait tout à l'heure. Au total, il y a 60% des franciscaines missionnaires de Marie entrées au Canada qui sont partis en mission à l'étranger. Donc, la province du Canada a donné 678 religieuses à la mission Ad Extra. À l'extérieur. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette vie en mission? Bien, partir en mission, si on se replace là, à la fin du 19e siècle, ça n'a rien à donner. Hein? Avant les années 60, quand on part en mission, on part pour la vie. C'est ça, il n'y a pas question de revenir. Non, on renonce à tout. On renonce à voir les membres de sa famille. On renonce même à la communauté des sœurs où on a été formé. Donc, on quitte pour la vie. Puis, dans les premières années, justement, au 19e, à la fin du 19e siècle, il y a même 8 franciscaines qui ont trouvé la mort. Donc, je pense que
les 4-5 dernières années du siècle, ils ont envoyé 32 Canadiennes et il y en a le quart qui sont décédées avant l'âge de 31 ans en mission. Il y a aussi le choc culturel. Et ça, on l'a vu dans les témoignages, là, ni l'âge, ni l'expérience là, ne préparent ces femmes-là à un tel bouleversement. C'est la langue, la nourriture, l'habillement, le climat, mais aussi les valeurs, les façons de penser. Tout est différent pour elles quand elles se retrouvent, par exemple, au Japon, en Chine, en Australie. Certains témoignent aussi du choc d'être une franciscaine nord-américaine, donc on part du Québec, du Canada, et parmi des communautés qui sont formées par des consoeurs européennes, africaines ou asiatiques. Donc là, elles ne partagent pas d'histoire nationale commune, leurs références socioculturelles sont différentes, elles n'ont pas non plus de camarades de formation commune. Ça arrive parfois là, qu'on va retrouver plus d'une Canadienne dans une mission, mais généralement, elles sont placées avec des sœurs qui proviennent de partout dans le monde. Donc, ça aussi, c'est un choc. Et même professionnellement, souvent, en mission, il faut repartir à zéro. Et dans quel pays, surtout, sont-elles allées? On retrouve les franciscaines missionnaires de Marie du Canada, surtout en Chine continentale, en Inde et en Australie. Donc, quel a été leur champ d'action dans ces différents pays de mission? Écoutez, Guy, il y a des religieuses qui sont, spécialisées. Hein? C'est des éducatrices ou ce sont des infirmières. Mais il y a aussi, souvent, en mission, la missionnaire à tout faire. Là, on peut voir, on parlait d'obédience, les postes où on les assigne, quand on regarde pour une même religieuse, la même sœur peut être couturière, bâtisseuse, c'est-à-dire qu'elle va superviser les plans de construction d'un couvent, commis comptable, sacristine, enseignante de langue, puis pourquoi pas être pharmacienne. Donc, ça, c'est la missionnaire orchestre, finalement. Puis aussi, on retrouve les Canadiennes à tous les degrés là, de responsabilité. Hein. On peut être... il y en a qui ont été simples buandières, donc elles lavent les vêtements, mais aussi on en retrouve là, en poste d'autorité comme supérieure provinciale, par exemple. Et en mission, elles travaillent dans les mêmes grandes sphères habituelles, l'éducation, la santé, etc. Mais chez les franciscaines missionnaires de Marie, ce qui est très intéressant, c'est l'insistance, et ça, c'est depuis la fondatrice, là, Marie de la Passion, la promotion des femmes et des filles, c'est très important. C'est au cœur de leur action missionnaire aux quatre coins de la planète. Et notamment, elles vont valoriser le travail manuel pour améliorer le sort économique de ces femmes et de ces filles-là. Donc, elles vont leur créer de l'emploi en créant des ateliers, par exemple. Je pourrais en parler très longtemps. C'est un beau survol de cette communauté. Malheureusement, oui. On est obligé d'aller plus vite qu'on voudrait. La conclusion de l'ouvrage, la dernière partie, montre la décroissance des dernières années. Mais je veux souligner aussi qu'en annexe, vous avez dans ce livre-là un répertoire de toutes les religieuses entrées au Canada. Donc, on les trouve toutes dans le livre, avec aussi ensuite une liste des fraternités qui sont la nouvelle façon de collaborer à la spiritualité de la communauté. C'est vraiment un travail de premier ordre que vous avez fait là. Je ne peux que vous en féliciter. Alors, voilà donc les deux communautés missionnaires que nous venons d'examiner, les deux principales, les missionnaires de l'Immaculée Conception et les franciscaines missionnaires de Marie. Avant de poursuivre avec une autre œuvre missionnaire, écoutons, si vous voulez bien, l'hymne national acadien, qui est en même temps un hymne à la Vierge, Ave Maria Stella, qui est interprété ici par les enfants de l'école La Belle Cloche, qui est une école française de l'île du Prince-Édouard. Je peux vous rappeler, au passage, que l'œuvre qui a le plus occupé nos religieuses en général, c'est l'œuvre de l'éducation primaire. Alors, c'est pourquoi nous vous présentons ce chant interprété par les élèves de l'école de l'île du Prince-Édouard.
Vous venez d'entendre l'hymne national acadien Ave Maris Stella, interprété en 2018 par des élèves de l'école primaire La Belle Cloche à l'île du Prince-Édouard. Ici, Guy Laperrière, nous recevons aujourd'hui France Laure et Chantal Gauthier, deux historiennes qui ont fondé Pirogue il y a 20 ans cette année et qui ont réalisé plusieurs histoires de communautés religieuses féminines. Là, il nous en reste 3 à traiter. Nous en avons traité 3. Nous en avons 3 autres. On va passer un peu plus rapidement si vous voulez. Mais quand même, c'est des livres intéressants, toujours publiés chez Carte Blanche. Le premier porte sur la mission des Sœurs du Bon Conseil à Cuba. On connaît bien cette communauté des Sœurs du Bon Conseil de Montréal, fondée par Marie-Gérin Lajoie en 1923. Je vous signale au passage que cette communauté-là fête son centenaire cette année, 1923-2023. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'elles ont eu une mission à Cuba pendant 50 ans, notamment sous le régime de Fidel Castro. France Laure, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? En effet, Guy, les filles de Marie-Gérin Lajoie sont surtout reconnues pour leurs œuvres sociales au Québec. Mais depuis 1919, les papes multipliaient là, à intervalles réguliers les appels au profit des missions, même pour des communautés qui n'étaient pas missionnaires dans leur ADN. Donc, en octobre 1948, 4 Sœurs du Bon Conseil débarquent à Santa Cruz del Norte, à une cinquantaine de kilomètres là, sur la côte, une cinquantaine de kilomètres de La Havane. Leur mission, c'est de prendre en charge l'école paroissiale, les œuvres pour les jeunes et le travail social auprès des familles. Mais, comme vous l'avez mentionné, ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est que les religieuses vont vivre aux premières loges la révolution castriste à partir des années 1950. Donc, après l'euphorie là, de la révolution, parce que les gens auprès desquels elles travaillent, eux autres, ils sont contents. Là. C'est la libération. 60, c'est oui, ça. c'est ça. Il y a un climat de peur et de suspicion, donc, de la part de l'État qui va s'installer rapidement. Et les Sœurs du Bon Conseil vont subir des fouilles, des interrogatoires. Mais malgré la tension qu'il y a entre l'Église cubaine et le gouvernement de Castro, on va décider, donc, chez les Sœurs du Bon Conseil, de garder des religieuses sur place pour faire du travail social et pastoral. Et là, dans les sources, on voit que comment elles composent, si vous voulez, avec les pénuries provoquées par l'embargo américain, prend beaucoup de place dans leur vie quotidienne. Donc, elles doivent composer avec leur rationnement de la nourriture et des marchandises de base, le tissu, des chaussures, le papier hygiénique, etc. Donc, elles vont avoir un potager, des arbres fruitiers, même des clapiers à lapins. Et ça va leur permettre de faire du troc avec la population locale. Donc, faire réparer leur voiture en échange d'un lapin, des choses comme ça. Et aussi, on parlait de débrouillardise en mission, mais là aussi, la débrouillardise, ça devient aussi un mot d'ordre pour les Sœurs du Bon Conseil. À partir du milieu des années 80, là, il va y avoir une détente entre l'Église de Cuba et l'État. Et ça va permettre au couvent des SBC, notamment là, à Santa Cruz del Norte, parce qu'elles se sont regroupées à Santa Cruz del Norte, de devenir un véritable centre social et culturel. Là, elles vont être beaucoup plus présentes dans la vie locale, mais aussi la population n'aura pas peur d'y retourner. Donc, elles vont pouvoir là, faire leur œuvre plus librement. Mais à cause de l'âge avancé des sœurs qui sont engagées là, à Cuba et aussi le manque de relève, les autorités là, des Sœurs du Bon Conseil ont décidé de fermer la mission de Cuba en 1998. Donc, 50 ans de mission à Cuba. Alors, c'est un très beau petit livre, celui-là un peu plus court que les autres, là, 187 pages, sur cette mission des Sœurs du Bon Conseil de Montréal à Cuba.
Et tout de suite, on passe à une autre grosse communauté, celle-là, célèbre dans la région d'Ottawa, les Sœurs de la Charité, qui étaient connues jusqu'en 1968 sous le nom de Sœurs Grises de la Croix. Toutes ces communautés de Sœurs Grises ou Sœurs de la Charité sont issues des Sœurs Grises de Montréal, fondées en 1737 par Marguerite Diouville, qui a été canonisée en 1990. Alors, cette histoire des Sœurs de la Charité d'Ottawa, qui fait 400 pages, ne traite que de l'histoire récente de la congrégation. Pourquoi? Parce que l'histoire de la fondation en 1845 jusqu'en 1967 a déjà été écrite par une sœur qui s'appelle Sœur Paul-Émile. Donc, le livre traite des 50 dernières années, de 1960 à 2013. Le livre a été publié en 2016. Et c'est une histoire captivante où vous essayez de montrer comment les Sœurs de la Charité ont surmonté les défis de la modernité puisqu'il s'agit des années 60 à 2013. Vous avez dépouillé une quantité considérable de documents. Et en passant, j'aimerais ça que vous nous disiez un mot, si vous voulez, Chantal, sur les assistants et les assistantes qui ont travaillé avec vous. Avec plaisir. Dans tous nos projets, nous nous réservons toujours le privilège de l'écriture. C'est vous qui écrivez? Oui, toujours. Partout, pour tous les projets. Mais au fil des ans, il y a plusieurs personnes qui nous ont assistés dans nos mandats, que ce soit pour des recherches contextuelles, le dépouillement de certaines sources ou la numérisation de photographies. J'aimerais souligner en particulier le travail de Claudie Vanasse, historienne, qui nous a secondés sur 2 gros projets, soit celui des franciscaines missionnaires de Marie et celui des Sœurs de la Charité d'Ottawa. Sa connaissance des communautés religieuses et sa rigueur nous ont été d'une aide très précieuse. Alors, ça, c'est pour les assistants. Maintenant, il faut dire que pour cette période-là, puisque l'ouvrage commence dans les années 60, là, vous aviez vraiment les témoignages des sœurs pour l'histoire récente. Vous avez fait un sondage. Il y a 244 réponses que vous avez reçues au questionnaire que vous aviez envoyé, qui proviennent de tous les pays, puisque ces sœurs-là, comme beaucoup d'autres communautés, ont des missions en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. Moi, ce qui m'a frappé dans votre traitement des Sœurs de la Charité d'Ottawa, c'est le grand nombre de sorties entre 1964 et 1974. Imaginez, 439 religieuses sont sorties, soit le quart de l'effectif. Et ça s'est même poursuivi jusqu'en 1980. Dites-moi donc, Chantal Gauthier, comment on peut expliquer ça? Il s'agit malheureusement d'un épisode très douloureux pour les Sœurs de la Charité d'Ottawa. Encore aujourd'hui, et on l'a vu dans les témoignages recueillis, le sujet est sensible pour plusieurs religieuses. Comme toutes les communautés, les SCO ont été interpellés à partir des années 50 par la modernisation de la société, puis par Vatican II. Or, l'élection en 1968 d'une supérieure générale plutôt autoritaire et réfractaire à certains types de changements, dont le changement du costume, l'essai de nouveaux projets apostoliques, son style de gestion va entraîner des déchirements au sein de la communauté. Donc, même si toutes les communautés vivent de nombreuses sorties à cette époque-là, chez les SCO, on peut parler d'une véritable hécatombe. L'hémorragie se poursuit tout au long des 2 mandats de cette supérieure générale. Et même après son départ, en 1980, la communauté demeure assez conservatrice. Le rattrapage est long. À titre d'exemple, on peut dire que les Sœurs de la Charité d'Ottawa sont parmi les dernières, sinon les dernières, à autoriser le retrait du port du voile en 1998. Au début des années 60, il y avait 2 religieuses, imaginez, qui se sont fait chansonnières. Et là, mesdames, messieurs, on va en profiter pour vous présenter une chanson de ces religieuses-là. C'est 2 sœurs de la Charité d'Ottawa qui travaillaient à l'hôpital Saint-Joseph de Sudbury. Et elles chantent ensemble. Elles ont fait une tournée dans les paroisses de l'Ontario et du Québec. Elles ont même endisqué 2 albums chez Archambault Musique à Montréal. Et elles portaient le nom de Messagères de la joie. Alors, nous allons vous faire entendre une de leurs chansons qui s'intitule « La fontaine du village ». C'est le rendez-vous à la fontaine du village. Venez tous ensemble les petits et les sages. L'eau vive et débordante pour la soif qui vous tourmente. Venez à la fontaine qui chante. Je suis la source vive, jaillie du cœur sacré, l'épouse de l'esprit.
Venez tous ensemble les petits et les sages, l'eau vive et débordante pour la soif qui vous tourmente. Venez à la fontaine qui chante. Vous tous qui connaissez la soif de vérité, je vous donnerai celui qui est vie et vérité. Vous tous qui cherchez le chemin du paradis, venez à l'église qui vous rajeunit. C'est le rendez-vous à la fontaine du village. Venez tous ensemble les petits et les sages, l'eau vive et débordante pour la soif qui vous tourmente. Venez à la fontaine qui chante. Venez, ne craignez pas, je vous donnerai courage. Venez tous ensemble à la joie du partage. Venez, je suis la servante des servantes. Vous deviendrez vous-même une source jaillissante. C'est le rendez-vous à la fontaine du village. Venez tous ensemble les petits et les sages, l'eau vive et débordante pour la soif qui vous tourmente. Venez à la fontaine qui chante, la fontaine qui chante. Nous venons d'entendre La fontaine du village, interprétée en 1964 par deux sœurs grises de la Croix, sœur Wilfrid Marie, Nanette Bilodeau de son nom de baptême, et sœur Jean-Louis, Marie Dubord. Vous êtes toujours à l'émission Notre Histoire en tête et nous recevons aujourd'hui deux historiennes, Chantal Gauthier et France Laure, qui ont produit depuis 20 ans 6 histoires de communautés religieuses féminines. Avant de poursuivre, je voudrais signaler qu'à cause sans doute du rayonnement international de ces communautés, il y a 3 de vos ouvrages sur les communautés qui ont été traduits en anglais, dans les 3 cas par Kate Roth, soit celle des missionnaires de l'Immaculée Conception, Women Without Frontiers, celle des franciscaines missionnaires de Marie, In Silence and Action, et finalement, celle dont nous venons de parler, les Sœurs de la Charité d'Ottawa, Charity in Action. Et nous arrivons au dernier ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, publié en 2017, l'histoire des Oblates franciscaines de Saint-Joseph. Ça, c'est une communauté, je pense, qui est un peu moins connue. Et le titre que vous avez donné à ça, c'est « Un inconditionnel accueil de l'autre ». C'est une congrégation de Montréal, encore franciscaine, c'est-à-dire tournée vers les pauvres, moins nombreuse, moins connue, mais quand même, c'est une histoire centenaire puisque ça remonte à 1913. La fondatrice, Marianne Lavallée, veut fonder une communauté religieuse pour prendre soin de son hôpital Saint-Joseph pour les convalescentes pauvres. Chantal Gauthier, dites-nous donc un mot sur les débuts de cette communauté. La fondatrice, Marianne Lavallée, fait preuve de beaucoup de persévérance pour fonder sa congrégation religieuse. Elle rencontre des obstacles à peu près tous les tournants, qu'il s'agisse de ses nombreux problèmes de santé ou des refus que lui opposent les différentes autorités religieuses de Montréal. Pourtant, son projet initial d'hôpital pour convalescentes répond à un réel besoin. Il s'agit d'offrir aux femmes dans le besoin un lieu de transition entre l'hôpital et la maison où les attendent des tâches exigeantes et une ribambelle d'enfants. Donc, en dépit des obstacles, le projet d'hôpital pour convalescentes va finir par voir le jour en 1913. Puis, la reconnaissance de sa communauté, ça va être long, mais la reconnaissance de sa communauté religieuse va finir par arriver en 1942. En 1942. Alors, vous voyez, c'est une œuvre originale. C'est une communauté qui a quand même compté 115 religieuses en 1950. France Laure, pouvez-vous nous parler des autres œuvres de cette communauté? Oui, Guy, au fil des ans, les mandats des Oblates franciscaines de Saint-Joseph vont se diversifier. Donc, aux soins pour convalescentes à Montréal, mais aussi à La Chute, vont s'ajouter un hôpital de soins
généraux à la Sarre, en Abitibi. La prise en charge aussi d'écoles et de foyers de personnes âgées en région. Là, on va les retrouver même sur la Côte-Nord. De nombreux projets aussi pour les jeunes, notamment pour les enfants démunis du quartier centre-sud de Montréal. Sans oublier, elles aussi, une présence missionnaire de plus de 20 ans au Tchad. Dans les dernières décennies, cette petite communauté s'est comme repliée sur le quartier de Montréal, là, où elle est implantée, dans Bordeaux-Cartierville, pour travailler notamment très activement auprès de la population immigrante. Alors voilà un petit coup d'œil, snapshot, si je peux dire, sur cette communauté des Oblates franciscaines de Saint-Joseph. Alors, nous avons fait le tour de vos 6 publications sur les communautés religieuses et j'aimerais ça que maintenant nous essayons de regarder un coup d'œil d'ensemble, une espèce de synthèse sur le regard d'appréciation que vous pouvez porter sur les 20 ans de recherche que vous venez de faire sur les communautés religieuses et que vous poursuivez d'ailleurs. Depuis 20 ans, on le sait, les institutions catholiques au Québec et au Canada ont beaucoup reculé en termes numériques. C'est très visible pour les communautés religieuses. Depuis 40 ans au pays, il n'y a à peu près pas de recrutement. Et le public peut s'imaginer que ces religieuses doivent être bien découragées de cette situation, elles qui ont investi toute leur vie dans la communauté. Vous les étudiez depuis 20 ans, vous les connaissez de près, vous en avez interrogé des dizaines et des dizaines. Je me demandais, France, si vous pourriez nous dire un peu quel est leur état d'esprit aujourd'hui. Écoutez, les religieuses sont très conscientes là, de cette situation de crise. C'est comme, il faut se rendre à l'évidence, là, c'est la mort des communautés en Amérique du Nord. Jocelyne Robert, une sœur de la Charité d'Ottawa, là, dans les témoignages qu'on a recueillis, nous disait que c'était une réalité qui fait mal. Mais il n'y a pas vraiment de sentiment de panique et bien sûr pas de surprise, là. Les instituts se préparent activement là, on a parlé de décroissance tout à l'heure, mais aussi à leur disparition, tout du moins. On parle du Canada ici, parce qu'il y en a qui vont se prolonger encore un peu à l'extérieur du Canada, là, parce qu'elles se sont implantées dans les pays de mission. Donc, on va vendre des maisons, on va en rénover d'autres pour se regrouper. Par exemple, les Oblates franciscaines de Saint-Joseph, la petite communauté dont on parlait tout à l'heure, ont rédigé, elles, un testament, comme une personne pourrait le faire, donc un testament communautaire notarié où tout est prévu. C'est la communauté qui fait un testament. Oui. Les supérieurs ont fait beaucoup de sensibilisation puis de planification là, pour rassurer les membres. Et en fait, l'idée là-dedans, c'était de pas faire porter le fardeau de la fermeture sur les ou la dernière sœur là, qui serait encore vivante et qui serait probablement fort âgée. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs religieuses qui sont en paix avec le fait aussi de passer leurs engagements à des organismes communautaires laïques. À ce sujet-là, sœur Francine Gauthier, une fille de la sagesse, nous confiait que si la vie religieuse a fait son temps, soit, il nous faut lâcher prise sur le connu et croire sans voir. Elle ajoute aussi, il n'y a pas que les religieuses qui peuvent faire le bien et bien faire les choses. Donc, elles font confiance, en fait, à ce qui s'en vient, à la providence, pour assurer la suite des choses. Et Chantal, est-ce que vous pourriez nous parler d'une autre dimension? C'est que ces communautés canadiennes, souvent, se sont recrutées dans les pays du Sud. Est-ce que ça ouvre pas des nouvelles perspectives? Oui et non. Certaines estiment en effet qu'avec les vocations qui perdurent dans les pays du Sud, d'Asie, d'Afrique, le Canada pourrait bien redevenir un pays de mission. Et alors, disent certaines, qui sait, parce que pour plusieurs, en effet, il n'est pas exclu que les vocations religieuses pourraient reprendre un jour. Selon elles, si le Canada est aujourd'hui dans le creux de la vague, il pourrait connaître une remontée dans le futur,
parce qu'elles disent qu'à travers les siècles, la vie religieuse a toujours connu des hauts et des bas et qu'on ne sait jamais. En fait, ce sont des femmes d'espoir et elles font confiance en la Providence. Voilà. Alors, écoutez, c'est vraiment, on arrive à la fin de notre émission. En terminant, je voudrais vous demander à chacune ce que vous avez retiré de ce contact avec les religieuses et avec leur histoire. Pour vous, je pense que c'est important, c'est le sens de votre action, que leur histoire, c'est une partie de notre patrimoine. Et vous, en quelque sorte, vous remplissez, au nom de la société, si je peux dire, un devoir de mémoire collectif qui est de faire connaître leur histoire. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience personnellement? Commençons par France, si vous voulez. Bien, moi, j'ai été remplie d'admiration pour ces femmes gestionnaires de haut calibre, hein, les supérieures de ces communautés-là vont gérer des institutions et des groupes, parfois à l'échelle internationale, dans des sphères comme on parlait de santé, d'éducation, de travail social qui sont occupées aujourd'hui par l'État. La Révolution tranquille et puis le Concile Vatican II ont provoqué en quelque sorte une perte pour l'histoire des femmes. Ces femmes-là étaient à la tête de grandes institutions d'enseignement, de grandes institutions de santé et en fait, on a poussé ces gestionnaires d'expérience-là à la retraite et elles ont été remplacées non pas par d'autres femmes à l'époque, dans les années 60-70, mais par des technocrates masculins. J'ai été aussi impressionnée par les missionnaires. J'ai beaucoup traité là, dans nos livres, moi, de l'aspect des missions à l'étranger. Et j'ai vu toutes sortes de femmes là, qui n'avaient pas froid aux yeux, des femmes vêtues de costumes complètement inadaptés là, à la chaleur puis à l'humidité des climats tropicaux. On parlait la semaine dernière des filles de la sagesse en savate dans la neige au Canada, mais il y a aussi ce phénomène-là au sud et qui travaillent, par exemple, avec les lépreuses et les lépreux. Ou encore une histoire d'une sage-femme religieuse qui a fait 4000 accouchements dans la brousse africaine. 4000? Oui. Wow! Indépendamment des contextes d'évangélisation et de colonisation, plusieurs de ces histoires-là m'ont inspiré le respect. Et bien souvent, dans notre travail, Chantal et moi, on s'est dit qu'il n'y aurait pas d'Église catholique sans les communautés de femmes, sans leur contribution et tout leur travail. Et vous, Chantal, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Moi, à coup sûr, j'ai été marquée par l'engagement et le dévouement de ces femmes. Elles ont fait beaucoup, mais vraiment beaucoup, avec peu de moyens. Je pense qu'elles ont construit la société d'aujourd'hui. Le Québec ne serait pas ce qu'il est sans les soins qu'elles ont longtemps prodigués, sans l'éducation qu'elles ont offerte, particulièrement aux filles. Mais je pense que ma plus grande surprise a été de découvrir à quel point les communautés religieuses jouent encore un rôle central dans l'économie sociale de la province. Elles financent un nombre incroyable d'organismes communautaires. Leur âge avancé ne leur permet peut-être plus d'être actives comme autrefois, mais leur engagement demeure. Comme société, je pense qu'il faudrait d'ailleurs se questionner sur ce qu'il adviendra de plusieurs de ces organismes communautaires quand le financement des religieuses va prendre fin. Alors, c'est vraiment une très belle œuvre à laquelle vous vous livrez et nous vous en sommes très reconnaissants. Donc, nous avons parlé de 6 ouvrages que vous avez faits sur les communautés religieuses et vous m'apprenez, c'est un peu une primeur pour nos auditeurs et auditrices, que vous allez en mettre un 7e en marche, cette fois-ci sur une petite congrégation enseignante qui s'appelle les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. On peut dire que vous avez du souffle, que vous avez du cœur à l'ouvrage. En tout cas, pour ma part, je tiens à vous remercier chaleureusement d'être venu pour ces 2 émissions à Notre Histoire en tête. Et vous nous avez fait part si généreusement de vos recherches, de vos méthodes de travail, de vos réalisations. Ce fut vraiment un bonheur de vous entendre. Je veux aussi remercier Antonin Wyss qui procède à l'enregistrement et au montage de cette émission. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin, un au revoir. Écoutez, merci beaucoup, Guy, de nous avoir reçus. Merci de nous avoir permis de partager 20 ans de travail auprès des communautés religieuses. Alors, ça a été un bonheur
et on vous souhaite bon succès dans la suite de vos travaux de recherche sur les communautés religieuses féminines au Québec et au Canada.
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Nos invités aujourd'hui étaient France-Laure et Chantal Gauthier de Pirogue, autrices de plusieurs ouvrages sur l'histoire des différentes communautés religieuses du Québec. Elles étaient interviewées par notre collègue l'historien Guy Laperrière. Vous pouvez réentendre cette émission sur le site de la Société historique de Montréal à l'onglet Émissions de radio. Alors merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour une autre émission de Notre Histoire en tête.